year I will do it in French. And happily we have an interpreter. Last year we have a workshop of the same team in Vancouver. Maybe in English. And we were 25. Nous pensions qu'il y aurait plus de monde. Peut-être que les gens ont beaucoup fêté hier soir et qu'ils sont pas là presque contents. Bien, bon, le thème de la partageabilité de la réserve. Pour placer ça, je vais faire un peu de l'histoire des coopératives de travail. Le premier concept, ne parlait pas de la partageabilité de la réserve, mais quand la première coopérative de travail historiquement a été créée, c'est en 1833 à Lyon, en France, par des artisans qui étaient des bijoutiers en doré. Vous savez, ceux qui mettent les feuilles d'or sur les grilles à Paris ou dans les grandes villes européennes, c'est des artisans. Et Philippe Duchesne, qui avait rédigé les règles de fonctionnement de la coopérative, avait établi un principe qu'il appelait la dévolution désintéressée de l'actif net. Dévolution désintéressée de l'actif net. Cela signifiait que si une coopérative de travail, à ce moment-là, il parlait d'association ouvrière de production, mais c'est la même chose qu'une coopérative de travail. Cela signifiait que si une coopérative de travail arrêtait ses activités, décidait de vendre tous ses actifs, les membres pouvaient récupérer leur part sociale, ce qu'ils avaient investi dans la coopérative. La coopérative remboursait d'abord ses dettes externes, et s'il restait un actif, après le remboursement des dettes externes, après le remboursement des parts sociales aux membres, cet actif ne pouvait pas être partagé entre les mains des membres. Il était dévolu de manière désintéressée à d'autres, c'est-à-dire donné de manière désintéressée à d'autres parties, d'autres coopératives, d'autres groupes sociaux, voilà. Pour Philippe Duchesne, et ça a toujours été ça pour moi aussi, d'ailleurs, je suis un peu la loi clean de Philippe Duchesne, c'est un principe qui permet de protéger l'avenir des coopératives. Et parce que c'est un principe qui permet aussi de protéger une des valeurs fondamentales des coopératives, c'est l'équité entre les membres. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on part d'une coopérative de travail, les premières années, aujourd'hui, on se sert à cette vie. On fait du travail bénévole, on va accepter des petits salaires, des conditions de travail plus difficiles pour bâtir l'entreprise. Quand on a bâti l'entreprise, parfois ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et là, les fondateurs risquent d'être partis, morts, malades, membres. Et Philippe Duchesne, il avait raison, c'est complètement injuste que les derniers arrivés, qui ne s'étaient pas battus, qui ne s'étaient pas sacrifiés pour construire l'entreprise, en bénéficient, ils se partagent dans l'entreprise, ils se partagent l'actif. Il disait on ne pourra jamais bâtir un mouvement de coopérative de travail si on n'a pas cette capacité de les pérenniser, de les faire transmettre de génération en génération. C'est vraiment le principe qu'avait Duchesne. Et ce principe-là a été porté par toutes les coopératives de travail européennes. Vous avez vu hier les Italiens, les Espagnols, les Français, c'est les trois grands pays, les pays latins du sud de l'Europe, c'est les trois grands pays de la coopération du travail du monde. Vous avez vu la présentation de Bruno Volant, c'était très clair, c'était là, tous ces pays-là ont ce principe-là qui est fort de loi dans leur pays, qui protège justement la pérennité. Vous vous souvenez aussi de ce que je disais, Félix Scalvini, comment dire, les coopératives, quelles qu'elles soient, coopératives de travail ou quoi, ça fonctionne un peu à l'inverse du système capitaliste. Ça part pas du capital, ça peut générer de capital, ça part du travail bénévole des gens, et c'est un système qui fonctionne comme un système
65 ans, en 1965, pour que l'actif total de Desjardins atteigne 1 milliard de $. Maintenant, et après, ça a pris 10 ans pour 2 milliards. Maintenant, on est rendu à 170 milliards de $. C'est un système comme ça. Et cet actif, ces valeurs-là, se doit se transmettre de génération en génération. C'est ça le principe de la responsabilité de la terre. C'est ça qui fait que Claude Bélan, par exemple, l'ancien président du mouvement Desjardins, disait publiquement que le Québec est protégé parce que Desjardins ne peut pas être acheté par une banque américaine, une banque japonaise ou d'autres. Ça restera tout le temps là, ça va signer dans un pays. C'est ça vraiment la valeur de base. Et souvent, je donne l'exemple à contrario avec ce qui se passe, que j'ai entendu parler aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez que c'est un peu comme au Canada, les lois sur les coopératives sont des lois d'État. Vous avez 50 États, 50 États. Dans quasiment tous les États, ce principe de la partagabilité de la réserve n'est pas hors de l'eau. Les entreprises coopératives, quelles qu'elles soient, peuvent être une banque. Sur la côte ouest américaine, dans l'État de Washington, il y a la région des grandes forêts, dans les séquoias, les arbres géants, les règles de tout bûcheron, petit bûcheron, on fait un arbre comme ça, en plus secondaire, assez vite. Donc, il s'est créé depuis plus d'un siècle de très belles coopératives forestières qui débouchent sur les usines, après la population collective investit dans des usines de plywood, de moulage de cette région-là. Au bout de 35-40 ans, vous avez des entreprises qui prospèrent, 300, 400 employés, très prospères. Et il se passe régulièrement la chose suivante, c'est qu'à un moment donné, une équipe d'investisseurs voit ces entreprises prospères, mettre quelques dizaines de millions sur la table, rachètent l'entreprise. Et les travailleurs vendent l'entreprise et s'enrichissent tous individuellement. Et ce qui est complètement inéquitable par rapport aux fondateurs qui ne sont pas là. Et c'est le problème. On n'arrive pas à bâtir un mouvement. À chaque fois que les entreprises sont prospères, elles sont rachetées et elles disparaissent, elles sont décoopérativisées, démutualisées, comme on dit dans l'expression. Il y a une justice à ça, par contre. Il y a une recherche qui a été menée par le Center for the Study of Cooperative sur ces cas et qui a démontré que la semaine après la vente de l'entreprise, la productivité chutait. Les travailleurs n'étaient plus membres. Ok. La responsabilité tombait, le taux d'absentéisme montait, la qualité du travail baissait. Les investisseurs qui avaient acheté l'entreprise en se disant elle est super prospère, super efficient, ils en sont dans les taux pour leur argent, ils avaient acheté à cabane boiteux parce qu'elle était efficiente parce que c'était du travail, parce que ça leur appartenait, parce qu'ils bénéficiaient de l'ensemble ils se redistribuaient l'ensemble des surplus comme la réserve appartenait. C'est ça un peu la base de l'argument sur la partagabilité de la réserve. On l'a ici au Québec, c'est fort de loi. Je ne sais pas si au Nouveau-Brunswick, ça commence à être fort de loi. Je pose la question à mes collègues du gouvernement fédéral, gouvernement provincial ici. Au Nouveau-Brunswick sont en démarche pour changer la loi, mais ne connaissaient pas la loi de façon intime. Je pense que c'est moins de 15 d'années qu'ils ont pas touché la loi. Alain Boissé. Ah ouais, c'est comme dans la plupart des provinces canadiennes aussi, il n'y a pas le même principe au Québec. Donc on peut partager la réserve générale. C'est pas seulement aux États-Unis, au Canada aussi, dans la plupart des provinces. Parce que y a-t-il une province au Québec? Je pense que c'est seulement le Québec. C'est aussi en vertu de ce principe que des pays comme en France
ont vu un très grand secteur se développer. Patrick Lemarquet en a parlé. On pense que le gouvernement a vu que, comme ces entreprises ne pouvaient pas être vendues, ça pouvait vouloir vraiment la peine de traiter avec ces entreprises-là, parce que c'est assuré par les prêts, par les investissements, c'est assuré que l'argent restait là et qu'il n'était pas détourné. En 1898, il y a eu le premier parti de gauche, on peut dire en France, le parti radical qui est arrivé au pouvoir. C'était l'époque où justement les travaillistes aussi en Angleterre arrivaient au pouvoir, les travaillistes qui étaient proches du peuple aussi, à ce moment-là. Et a mis un décret loi, qui s'appelait le décret Waldeck-Rousseau, c'est une anecdote historique, qui disait que l'État allait prioriser les coopératives de travail, à ce moment-là on appelait ça les sociétés coopératives ouvrières de production, pour tous les contrats de l'État. Donner systématiquement les contrats à des coopératives de travail parce qu'ils avaient ce principe d'évolution des intérêts sélectifs, ce qu'on appelle l'impartialité de la État. C'était une période où justement de grands changements, c'était le début de l'État-providence, des premières lois sociales. Le ministère de l'Éducation venait d'être créé, l'éducation était devenue obligatoire pour les enfants jusqu'à 16 ans et gratuite. Il a fallu construire énormément d'écoles partout en France. Il y a eu toute la construction des mairies, ce qui fait que ça a duré, ce dossier, ça a été pas de loi pendant près de 50 ans jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Tous les bâtiments publics qui ont été construits entre 1898 et la Deuxième Guerre mondiale, quasiment tous les bâtiments publics ont été construits par les coopératives de travail. Toutes les écoles que vous voyez de cette époque. Ça a permis de construire un secteur très puissant. Il y a une fédération du bâtiment maintenant là-bas, le Patrick en a parlé. Ça vient de cette histoire. Et quand il y a eu l'exposition universelle à la fin du siècle, un peu avant 98, déjà, quand on a construit la Tour Eiffel à Paris, au moment de l'exposition universelle, tous les bâtiments quasiment de l'exposition universelle, ça avait été déjà des coopératives de travail qui avaient. Ça a permis aussi, l'État est un gros consommateur de papier, d'imprimés, des contrats pour imprimer. Ça a permis de développer tout un réseau de coopératives de typographes, d'imprimantes. Et on a encore actuellement, ce qu'on appelle maintenant la Fédération des communications, tout un secteur très fort de coopératives vacances et de vie. Le changement technologique, c'est dans notre manière, c'est plus typographe, mais ils sont toujours. C'est ça cette force. On a eu un cas semblable au Québec qui a duré 10 ans. Pendant 10 ans, entre 1900, fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80, le ministère des Ressources forestières, on appelait ça, je pense à ce moment-là, qui gérait la forêt, ressources naturelles, forêt, a décidé qu'il confierait la moitié des travaux sylvicoles sur les terres publiques ici au Québec à des coopératives forestières. Il faut bien comprendre qu'au Québec, 90% de la forêt est propriété, quand on dit de la couronne, propriété publique, c'est le gouvernement provincial qui fait ça. Donc il donne des contrats de coupe, d'entretien, de prospective, il coordonne l'ensemble du marché, en fait, pour ces contrats de coupe pour faire du bois d'œuvre, du papier, tous ces éléments-là. Et il a donc divisé le territoire en 95 unités de gestion forestière, c'est ce qu'on pense que c'était 95, et donné systématiquement la moitié des contrats. C'est comme ça que j'ai pu, avec mes collègues, construire ma forêt forestière près de l'Atlantique en Estrie, parce qu'on avait automatiquement 50% des contrats. Ça a permis de consolider, ça a duré une dizaine d'années. Ça, c'est le genre de choses qui ne coûtent rien à l'État. En faisant 50-50, il s'assurait qu'on était obligé de soumissionner, c'était prévu, au moins la même qualité au point de vue des coûts que les privés qui avaient 50%. Ça ne coûte pas plus cher à l'État, mais ça le protège parce que justement, il y avait l'impartialité de
Et c'est comme ça qu'on bâtit, hein, c'est sur le long terme. Il y a un programme aussi au Québec dans les services aux personnes âgées de services à domicile qui n'est éligible que pour les coops et les organismes lucratifs. Ça, c'est depuis 1997 à peu près. Ça aussi, ça a fait émerger environ 103, 105 OBNL et coops qui font uniquement des services aux personnes âgées. Voilà, juste un dernier mot. Malheureusement, Bruno Roland, c'est pas avec nous, le secrétaire général du Cyclopop, parce qu'il fait des présentations sur le chemin dans un autre atelier. C'était mon argument caché, je vais dire à mon ami Marty. Sur la fête même des vols organisés, Marty dit oui, je vous propose de provoquer le débat. Et alors, on commence le numéro de cette année, tous les deux. Mais Bruno Roland, c'est très clair, c'est la politique officielle du Cyclopop maintenant. Nous, on est membres du Cyclopop, on a rejoint la famille, on l'a reconstruit sur le monde américain, sur le continent américain, et c'est vraiment la politique officielle du Cyclopop, la protection de la partage. Ça a été un débat qui, dans le mouvement coopératif mondial, quand on prend l'ensemble du mouvement coopératif mondial, qui est là depuis le début de la création de l'ACI, l'Alliance coopérative internationale, a été créée en 1895. Et à ce moment-là, en 1895, c'était les gens des corps de travail qui avaient poussé à créer l'Alliance coopérative internationale, les chrétiens socialistes en Angleterre, avec les Français, le réseau français de corps de travail, l'association ouvrière de production, tout ça, qui avait poussé à la création. Sauf que dès la création, on s'est retrouvé dans une situation où ce sont les codes de consommation qui avaient prospéré, parce que dans les conditions économiques de l'époque, dans le premier âge industriel, dont j'appelle le siècle des génies du mode de production industrielle, également, dans le fin siècle, vraiment c'était l'industrie qui dominait, où c'était la multiplication des forces physiques par la machine, alors que maintenant on a un siècle d'économie fondée sur la connaissance, sur le numéro, sur la technologie de communication dans nos pays du Nord. Donc c'est un siècle aussi où c'était beaucoup plus favorable à l'émergence et au développement des codes de consommation. Donc en Angleterre, s'est développé un très puissant mouvement de consommation, suite à Rochdale, et ce qui fait que c'est eux qui finançaient la CIA. Directement, la CIA ne pouvait fonctionner que parce que les codes de consommation, comment on dit, payaient le crédit, c'est ce qui paye le crédit, c'est de quoi jouer. Et les codes de consommation anglaises avaient oublié l'enseignement de Rochdale, je vais revenir après sur Rochdale justement, et n'avaient pas ce principe de l'impartageabilité de la valeur. Donc, ils ont refusé de le mettre, on avait 6 principes au départ. Il y a eu un changement quand, 100 ans après, en 1995, on a proposé une reformulation des principes de coopération. Pendant 100 ans, tous les 4 ans, à chaque congrès, le mouvement des codes de travail de France, d'Espagne, d'Italie réclamait l'introduction du 7e principe. C'était ça la bataille du 7e principe, l'impartageabilité de la valeur. Ça a toujours été demandé. Et quand le mouvement coopératif mondial était dominé à peu près 70% par les codes de consommation, ça a toujours été refusé. C'est des jeux politiques. Et ça a été changé quand même. Il y a eu une introduction, quand on a reformulé les principes, on a bien 7 principes maintenant, mais c'est quoi le 7e principe qu'on voulait? Là, il y a eu fusion de principes, il y a ajout de celui sur la responsabilité dans son milieu, et sur l'autonomie des corps, mais dans le principe, fusionné au niveau de, ça sont soulevé du nom du principe de l'aspect économique quand on parle de la distribution pour atteindre ce flux, des gestions, ils ont introduit la notion
chercher le nom du principe. Quand c'est participation économique des membres, c'est donner le principe. Je reviens sur Rochdale. Parce qu'on part toujours de Rochdale. Rochdale, pourquoi on dit tout le temps c'est le début des coop? Parce que c'est la seule coop au monde qui a résisté. Elle est jamais morte. Elle a continué. Les autres, comme celle de Philippe Buchet en 1833, elle a peut-être duré 20-30 ans, mais elle n'a pas de. Donc on est toujours à Rochdale, qui a établi le premier principe. Rochdale, c'était des ouvriers qui ont participé. Et leur objectif, ils avaient un plan stratégique complet. Leur objectif était non pas de développer les corps de consommation, mais de développer les corps industriels. C'était tout ça l'objectif de Rochdale. Ils se sont dit, pour y arriver, on va commencer par la cour de consommation qui était consommée juste sur le bénévolat, il n'y avait pas du tout d'employés. Parce que c'était plus facile pour les nourrir les familles, on pouvait tranquillement accumuler du capital collectif puis pouvoir investir. Et de fait, ils l'ont fait. Rochdale a été fondé en 1844 et même pas 10 ans après, ils avaient réussi, ça va essayer, à accumuler assez d'argent pour investir et créer une première usine coopérative industrielle à Rochdale. C'était ça leur plan. Développer à partir de la consommation pour pouvoir investir, prendre le contrôle de l'industrie par le reste de Rochdale, par les coopératives du travail, et après s'attaquer au domaine rural et acheter et contrôler l'agriculture. Sauf qu'ils ont eu un problème, c'est qu'ils se sont aperçus que c'était une usine textile, trop fermée, et ça prenait des capitaux à réinjecter tout le temps. Et là, le petit réseau qui s'est constitué derrière Rochdale n'avait pas les moyens de réunir les capitaux nécessaires pour continuer à investir, pour grandir les villes. Ils ont été obligés de faire venir du capital privé, et en quelques années, l'usine, le contrôle était pris par le capital privé sur le capital coopératif, et ça a été un échec. Et je dis tout le temps, les pionniers de Rochdale, ils envisageaient justement de créer après le principe d'impartageabilité, de la région. Et ça a été abandonné avec l'échec de cet échec. Ils ont réussi par leur programme au niveau rural, c'est développé aussi. Le réseau du corps de consommation anglaise est le plus gros propriétaire foncier en Angleterre. Ils détiennent des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles, de fermes, de tout un réseau. Les reliquats du rêve des pionniers de Rochdale. Je dis tout le temps, les pionniers de Rochdale, s'ils avaient su que c'était l'école de consommation qui aurait eu ce développement supplémentaire, s'ils avaient su que ces écoles de consommation allaient devenir des gros employeurs sur les prix des travailleurs, eux étaient les travailleurs, ils voulaient d'abord défendre l'intérêt des travailleurs. Je suis persuadé qu'ils auraient changé le